Un homme, une ville. Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente sur l'aérodrome d'Alger de l'Albaïda. Nous vous prions de bien vouloir attacher vos ceintures. Merci. Albert Camus à Alger, avec Jules Roy, par Jean Montalbetti et Jean-Claude Loiseau. J'ai été élevé d'abord dans le spectacle de la beauté qui était ma seule richesse. J'ai commencé par la plénitude et par cette liberté dont Proudhon dit admirablement qu'elle est un don de la mer. Puis sont venus les barbelés, je veux dire les tyrannies, la guerre, l'insupportable haine, le temps de la révolte. Il a fallu se mettre en règle avec la nuit. La beauté du jour n'a plus été qu'un souvenir. Mais dans les pires années de notre folie, ce souvenir ne m'a jamais quitté. C'est lui qui, pour finir, m'a empêché de désespérer. Et l'on sait qu'il y a aujourd'hui plusieurs façons de désespérer, dont la plus commode consiste à trahir ses frères et consentir à ce que l'homme soit asservi. Camus est devenu le témoin de toutes les révoltes entreprises au nom de la justice. Mais sa disparition prématurée, les déchirements du drame algérien et finalement la débâcle de la communauté française, peut-être aussi la fin de la guerre. Nous sommes donc là devant le 93 et c'est là que Camus habitait. Si vous voulez, nous allons rentrer, quitter l'atmosphère de la rue et voir un petit peu à l'intérieur. C'est extraordinaire parce que ça n'a pas changé. C'est le même couloir sombre qui n'était probablement jamais éclairé. Alors là, nous sommes pratiquement dans l'obscurité, dans ce couloir, et je pense à une visite faite par Jean Grenier à son jeune élève de philosophie qui avait 17 ans, peu de temps après le début de l'année, qui était tombé malade. Et pour prendre de ses nouvelles, Jean Grenier est venu avec un camarade de Camus jusqu'à Bellecour, jusqu'à ce 93 de la rue de Lyon. Et il a été surpris, évidemment, de trouver Camus installé dans une certaine misère. Oui, Camus n'a pas aimé ça, je crois, et Jean Grenier a été très surpris, en effet. Camus a vécu là-dedans, dans un dénuement qui était tout proche de la misère. Là, il a eu faim, il a eu froid, il a été un enfant sous-alimenté, et c'est ainsi qu'il est devenu, comme on disait à l'époque, poitrinaire, tuberculeux. Si vous voulez, nous allons monter. Nous sommes dans une grande boucherie qui se trouve dans le bas de la rue Michelet, presque en face des facultés, exactement à 20 mètres au-dessous de la boucherie anglaise qui était celle de l'oncle Gustave Hacquot, l'oncle d'Albert Camus. Ce personnage a joué un rôle très important dans sa vie. Il a été un peu un père de remplacement au moment de l'adolescence pour Albert Camus. Je crois qu'on peut le dire, oui. Il a été son vrai père, très jaloux. Il avait découvert aussi l'intelligence de ce garçon. Il ne prévoyait pas qu'il deviendrait ce qu'il deviendrait. Il pensait qu'il succéderait peut-être, qu'il prendrait la boucherie lui-même. Et puis qu'alors qu'il pourrait devenir un grand maître dans Alger, qui pourrait, grâce à la boucherie, grâce à la richesse qu'il aurait, acheter beaucoup de livres. L'oncle Gustave était quelqu'un de très fier, d'assez beau et qui fréquentait beaucoup dans les milieux universitaires et qui recevait et qui allait souvent à la brasserie, la Renaissance, à côté. Il avait une conversation très intellectuelle, il avait beaucoup de livres. Enfin, c'est surtout, il l'a sauvé parce qu'il l'a aimé, il l'a reçu chez lui, il lui a donné à manger. Il a enfin bouffé de la viande et ça l'a sauvé. C'est à partir de l'âge de 17 ans qu'il vient vivre chez l'oncle Hacquot, c'est-à-dire après les premières atteintes de la tuberculose. Parce qu'on croit également qu'à cette époque... Il y a pour les hommes d'aujourd'hui un chemin intérieur que je connais bien pour l'avoir parcouru dans les deux sens et qui va des collines de l'esprit aux capitales du crime. Bien sûr, on peut toujours le refuser, s'endormir sur la colline ou se carrer dans le crime. Mais si l'on renonce à une part de ce qui est, il faut renoncer soi-même à être. Il faut donc renoncer à vivre ou à aimer autrement que par procuration.
La mer. La mer et le soleil, ce sont les symboles accouplés qui, de l'étranger au malentendu, en passant par noces et par l'été, lient le destin de Camus et de son œuvre à leurs racines méditerranéennes. Mer, soleil, c'est le signe du bonheur dû à la seule richesse de la nature qui permet de supporter la misère et la pauvreté des hommes dans l'envers et l'endroit. Mère Soleil, c'est le nom même que porte Meursault, qui est à la fois le personnage central de La Mort heureuse et celui de l'étranger. La mer prodigue un monde de sensations et de sensualité. Le soleil, son partenaire, féconde une nature prête à dispenser ses couleurs et ses essences. Mais il est aussi destin, dans la pure tradition du paganisme. Avant d'entreprendre cette série historique sur la présence française en Algérie, Les Chevaux du Soleil, vous êtes dit, est-ce que je l'aurais fait si Camus avait été vivant? Lorsque vous avez écrit La guerre d'Algérie, qui est un livre qui a eu un immense retentissement en 1960, quelques mois après la mort de Camus, c'est à lui encore que vous vous adressez. C'est très curieux le rapport que vous avez entretenu avec lui. D'abord parce que, à l'époque où vous viviez en Algérie, vous ne l'avez pas rencontré. D'autre part, vous étiez l'aîné de 7 ans, et 7 ans, ça compte à cette époque-là. Oui, ça compte terriblement. Mais la question d'âge mise à part, qui n'a été pour moi qu'un empêchement, j'avais pour Camus une telle admiration, et nous avions tous autour de lui une telle admiration, nous le considérions comme un esprit tellement extraordinaire que on n'osait pas faire d'objections. Et les objections, quand on en avait, étaient plutôt des suggestions, des « est-ce que tu crois pas que… est-ce que… » et immédiatement, il arrêtait tout ça d'habitude. On savait qu'il avait son idée là-dessus, même s'il ne l'exposait pas. On savait que c'était comme ça. Et du moment qu'il l'avait dit, c'était comme ça, il fallait se tenir à ça. En tout ce qui concerne la position que nous pouvions avoir sur l'Algérie, c'était lui le maître. Il était le maître incontesté. C'est un lieu de rêve, Tipaza. On en parlait à Paris, moi je ne suis jamais venu ici avec lui, et Tipaza représentait le bonheur suprême, de même que pour Camus, la femme est le paradis terrestre. C'était le bonheur suprême et il rêvait de faire des réunions d'écrivains qui n'ont jamais eu lieu. Il rêvait de faire des festivals de théâtre qui n'ont jamais eu lieu. Tipaza, ça a toujours été le rêve. Ça a été pour lui, en quelque sorte, la vraie vie, et non pas le témoignage de la vie. Le témoignage de la vie, c'est après. Tipaza, c'est la vie. C'est quelque chose d'un peu païen. C'est la jouissance. C'est, au-dessus de la jouissance, la célébration de l'amour. Au bout de quelques pas, les absinthes nous prennent à la gorge. Leur laine grise couvre les ruines à perte de vue. Leur essence fermente sous la chaleur et de la terre au soleil monte sur toute l'étendue du monde un alcool généreux qui fait vaciller le ciel. Nous marchons à la rencontre de l'amour et du désir. Nous ne cherchons pas de leçons ni la mère philosophie qu'on demande à la grandeur. Hors du soleil, des baisers et des parfums sauvages, tout nous paraît futile. Pour moi, je ne cherche pas à y être seul. J'y suis souvent allé avec ceux que j'aimais, et je lisais sur leurs traits le clair sourire qui prenait le visage de l'amour. Après Tipaza, le soleil a disparu derrière le Chénois et l'avion s'est enfoncé dans les nuages. Oran, maltraité par Camus dans Le Minotaure et dans La Peste, nous a accueillis fraîchement sous la pluie. Nous nous sommes fait conduire rue Larbi Ben Midi, sous les arcades de l'ancienne rue d'Arzeux, pour y retrouver l'appartement de la famille Faure, où Camus a vécu avec sa deuxième femme, Francine, sous la double menace de la guerre et de la maladie. Il pleut, hein. C'est pas une journée terrible hein, pour voir Oran. Vous avez vu quand on a quitté Alger, quand l'avion a décollé, il est passé sur Alger. Vous avez vu Alger étincelante, rutilante, sous le soleil. Et là, toute la baie, et puis Sidi Ferruche, et puis tout ça. C'était toute pleine d'écailles de lumière. Ici, Oran, et sous la pluie.
c'est pas gai. Et puis devant la maison de Camus, il y a Juste quelque à la chose porte. qui, oui, juste à la porte, il y a quelque chose qui vous serre le cœur là. Il y a ce cul-de-jatte, qui est cul-de-jatte, on dirait presque de naissance, parce C'est qu'il un homme marche, tronc, il n'a il marche avec vraiment des que le semelles, buste. des semelles sous les, ah oui, des semelles sous les mains. Oui, peu d'êtres ont été plus naturels que moi. Mon accord avec la vie était total. J'adhérais à ce qu'elle était de haut en bas, sans rien refuser de ses ironies, de sa grandeur, ni de ses servitudes. En particulier, la chair, la matière, le physique, en un mot, qui déconcerte ou décourage tant d'hommes dans l'amour ou dans la solitude, m'apportait sans m'asservir des joies égales. J'étais fait pour avoir un corps. De là, cette harmonie en moi, cette maîtrise détendue que les gens sentaient et dont ils m'avouaient parfois qu'elle les aidait à vivre. On recherchait donc ma compagnie. Souvent, par exemple, on croyait m'avoir déjà rencontré. La vie, ses êtres et ses dons venaient au devant de moi. J'acceptais ces hommages avec une bienveillante fierté. En vérité, à force d'être homme, avec tant de plénitude et de simplicité, je me trouvais un peu surhomme. Alors évidemment, dans ce texte, il s'agit du héros de la chute, Jean-Baptiste Clamence, le juge pénitent, qui parle de lui-même. Mais on a bien l'impression que c'est la voix d'Albert Camus que l'on entend à travers son personnage, son autoportrait d'une certaine façon. Oui, oui, naturellement. Je ne vois pas comment ça pourrait être quelqu'un d'autre. Jean-Baptiste Clamence, juge pénitent, évidemment tout ça, c'est une façon de s'exprimer. Et je ne vois pas de qui un écrivain peut parler, sinon de lui. Et je ne vois pas de qui. Il y a ainsi une volonté de vivre sans rien refuser de la vie, qui est la vertu que j'honore le plus en ce monde. De loin en loin, au moins, je voudrais l'avoir exercée. Peu d'époques, autant que la nôtre, après tout, ne demande qu'on se fasse égal au meilleur comme au pire. J'ai toujours souhaité justement ne rien éluder et garder exact une double mémoire. Oui, il y a la beauté et il y a les humiliés. Quels que soient mes défauts d'homme et d'écrivain, je voudrais n'avoir jamais été infidèle, ni à l'une, ni aux autres. En nous rendant à Alger, nous nous demandions si Albert Camus était encore proscrit de l'Algérie indépendante pour avoir confié un journaliste en octobre 1957, lors de la remise de son prix Nobel de littérature, « Entre la justice et ma mère, je choisirai toujours ma mère ». Après étaient venues 2 années de silence, puis la mort accidentelle, le 4 janvier 1960, à un moment crucial de la crise algérienne. Sa position pourtant ne fait pas de doute. S'il a compris la révolte des Arabes en Algérie contre l'injustice de leurs conditions, il n'a jamais souscrit à la révolution algérienne parce qu'il condamnait de part et d'autre l'usage de la violence et qu'il n'imaginait... À Marouzgan, en janvier 1956, Albert Camus revient à Alger. Le 28 janvier 1956, il tiendra une conférence, une réunion au Cercle du Progrès. Il est venu à Alger pour proposer aux Algériens et aux Européens une trêve civile. Comment est-ce que vous accueillez sa proposition, vous qui vous associez à cette proposition de trêve, alors qu'Albert Camus ne sait pas que vous êtes l'un des dirigeants du FLN? Oui, c'est vraiment une situation paradoxale. Albert Camus avait écrit à Poncet et à Deux Maisons Seules qu'il viendrait en Algérie pour faire une conférence sans donner de titre. Nous acceptons. À l'époque, nous faisions partie, en tant que militants FLN clandestins inconnus, d'un comité de libéraux. Moi, j'avais utilisé la tactique du Parti communiste. Essayer d'amener des sympathies au Parti communiste, même chez les éléments les plus éloignés. Alors, parmi les gens avec qui on était en contact à l'époque, Imoud Brahimi, surnommé Momo de la Casbah, poète et comédien, ancien champion de plongée sous-marine.
Il n'a guère d'adresse et pas de téléphone, mais la rumeur nous conduit jusqu'à sa maison, creusée comme un puits au fond de l'impasse d'Utik. Imoud Brahimi, c'est un peu l'oracle d'Alger. Une voix présente dans toutes les réunions publiques qui ose dire tout haut ce que beaucoup pensent dans un silence prudent. Une voix qui dérange. Le symbole algérien d'un homme révolté, selon Albert Camus. À quelle époque vous avez connu Camus? Oh, très longtemps. Ça remonte à très longtemps. Vous l'avez connu dans les années 30 ou après la guerre? À Padovani. Ah, Padovani. Oui, avec la révolte des Alpes. Nous avons voulu aller voir justement les bains Padovani, mais il Ils n'y avait sont pas plus là. que les pilotis, Oui, oui, ils ne sont et puis pas la là. mer, et puis un tout petit bout de plage. C'est exact, oui. D'ailleurs, même le public n'a plus le droit d'aller prendre des bains de mer là-bas. Pourquoi? Nouvelle transformation. Il faut croire que les vagues se succèdent mais ne se ressemblent pas. Endroit stratégique maintenant, et plus culturel. Hein. Ah, si nous reprenons l'image dans ce sens-là, nous dirons qu'il y a une forme de culture qui a une certaine stratégie. Là, je suis absolument d'accord. Jean Grenier était un homme bon, très indulgent, avec un beau visage lunaire, qui respirait la douceur. Et là, quand il a été à Oran, à Santa Cruz, Jean Grenier s'est grisé de couleur et d'espace. Et Jean Grenier est un breton, n'est-ce pas? Donc pas du tout habitué à ce genre de violence méditerranéenne. Pas du tout un pied noir, mais qui Pas a du été tout très un pied sensible noir. à la Méditerranée. Et il a écrit des textes qui sont parmi les plus beaux qu'on ait jamais écrits sur la Méditerranée. Et en même temps, à Santa Cruz, dans ce petit texte qui est apparu chez Gallimard sous le titre « Les îles » ou « Inspiration méditerranéenne », il y a ce principe auquel Camus a porté référence toute sa vie. Le principe de Jean Grenier, c'était cela, et qu'il dit dans Santa Cruz, « Agir et savoir à quoi bon si l'on ne sait pas ce qu'on doit choisir. » Et toute la vie de Camus, ce sera... Un homme, une ville, Albert Camus à Alger avec Jules Roy, par Jean Montalbetti. Les textes de L'Envers et l'Endroit, des Chroniques algériennes, de L'Homme révolté, ont été lus par Jean Négreny. Prise de son, Guy de la Ville-Marquet. Mixage, Monique Pratt et Dominique Letellier. Réalisation, Jean-Claude Loiseau. Comment un homme presque jeune, riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier, habitué à vivre dans la solitude du travail ou dans les retraites de l'amitié, n'aurait-il pas appris avec une sorte de panique un arrêt qui le portait d'un coup seul et réduit à lui-même au centre d'une lumière crue? De quel cœur aussi pouvait-il recevoir cet honneur à l'heure où en Europe d'autres écrivains, et parmi les plus grands, sont réduits au silence, et dans le temps même où sa terre natale connaît un malheur incessant? J'ai connu ce désarroi et ce trouble intérieur. Pour retrouver la paix, il m'a fallu en somme me mettre en règle avec un sort trop généreux. Et puisque je ne pouvais m'égaler à lui en m'appuyant sur mes seuls mérites, je n'ai rien trouvé d'autre pour m'aider que ce qui m'a soutenu tout au long de ma vie
et dans les circonstances les plus contraires, je veux dire l'idée que je me fais de mon art et du rôle de l'écrivain. Permettez seulement que dans un sentiment de reconnaissance et d'amitié, je vous dise aussi simplement que je le pourrais, quelle est cette idée.